Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'était il y a 30 ans et même un peu davantage, dans la fraîcheur, pour pas dire même dans la froideur des matins de printemps madrilènes, une longue file dès 8 heures envahissait le petit jardin qui entoure le musée du Prado. Imposant bâtiment néoclassique, gris, sobre, avec toutes ses colonnes. Pourquoi cette affluence devant le Prado ? Eh bien parce que pour la première et à ma connaissance pour la seule fois, se trouvaient réunis dans quelques salles de ce qui constitue sans doute un des plus admirables musées de peinture au monde, une grande partie, presque la totalité, des œuvres connues de Diego Velázquez. Ah, comment ne pas songer à Édouard Manet qui, découvrant dans les galeries du même Prado le portrait d'un des bouffons de la cour de Philippe IV, avait dit qu'il avait sous les yeux le plus exceptionnel morceau de peinture jamais fait. Le maître français du 19e estimait que le maître castillan du 17e était le peintre des peintres. Et il ajoutait, il n'était pas avare de superlatifs, Manet, lorsqu'il était question de Velázquez, il disait que c'était le plus grand artiste qui ait jamais existé. Et Renoir avait surenchéri en affirmant, je cite, qu'il donnerait tout dans la peinture pour les petits nœuds dans les cheveux des infantes de Velázquez. Et encore, il n'avait pas tout vu, Renoir. Mais c'est vrai que le musée du Louvre, notamment, n'est pas très riche en toiles de Velázquez, pour des raisons qui sont liées à la politique et à la géostratégie du XVIIe siècle. Je m'empresse de fermer une parenthèse. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces histoires politiques. On va parler d'art, on va parler de peinture aujourd'hui. Alors, je me les rappelle, tous ces tableaux, toutes ces grandes compositions sans pareil réunies dans un même lieu. D'abord les œuvres de jeunesse, celles des années 1615-1620. Le musée d'Édimbourg avait prêté La vieille femme faisant frire des œufs, au réalisme incroyable, on pourrait presque dire insoutenable. Londres avait envoyé l'Aguador de Séville, en français le porteur d'eau, avec au premier plan cette fameuse cruche dont la panse en terre cuite accroche des gouttes de condensation. Il faut avoir vu ce tour de force dans le traitement des matières, on pourrait presque dire des densités. Vous avez d'un côté cette terre cuite qui a l'air tellement forte et lourde, et puis le caractère presque volatile de la goutte d'eau, enfin des gouttes d'eau. Pas plus impensable à tout prendre que le verre cristallin tellement fin que tiennent le vieil homme et le page, et dont on a l'impression qu'il va se briser d'un instant à l'autre. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques années, c'était à Bruxelles, on a vendu de manière anonyme et sans se rendre compte tout à fait de ce qui était en vente, une autre toile dont je suis convaincu qu'elle était de Velázquez, avec un autre verre au moins aussi cristallin et qui avait l'air au moins aussi fragile. Le triomphe de Bacchus également, et surtout la forge de Vulcain avec ses anatomies si réalistes, appartiennent aux collections du Prado, comme la plupart des portraits royaux, que ce soit les portraits en pied ou à cheval. Incroyable, les chevaux de Velázquez. Et puis les lances, bien sûr, j'y reviendrai, les fileuses, les ménines, bien sûr. Certaines infantes sont en temps normal à Vienne ou à Paris. Quant au grand portrait du roi Philippe IV en tenue de brocart d'argent, il est à la National Gallery de Londres, de même que la célébrissime Vénus au miroir. La Vénus au miroir, c'est tout simplement le fleuron de la grande pinacothèque britannique. Vous avez peut-être la toile à l'esprit de cette Vénus au miroir. Vous l'avez forcément vu un jour ou l'autre, le visage de cette jeune femme qu'on ne voit que dans le miroir que lui tend un angelot, parce qu'elle préfère, on va dire que le peintre a préféré nous présenter sa sensuelle chute de rein, assez étourdissante, il faut le dire, œuvre tout à fait érotique et donc tout à fait à part dans cette production tellement comme il faut d'un Velázquez qui par ailleurs était le parangon des vertus de la cour d'Espagne. Cette réunion, cette concentration de chefs-d'œuvre à Madrid, cette espèce de rassemblement Velázquez qui a 3 décennies maintenant, eh bien, ça m'a marqué, on peut dire. Je pense que ça a joué moi un rôle important dans ma vie et dans les choix que j'ai pu faire de m'intéresser à l'histoire, de m'intéresser à la peinture. Une des toiles les plus fascinantes de Velázquez, c'est peut-être son grand portrait du pape Innocent X,
exposée à Rome, à la galerie Doria Pamphili. Toile peinte en août 1650, l'artiste qui était dans sa pleine maturité a imaginé les plus audacieux mélanges de rouge, de rose, de pourpre, un camailleux incroyable, un camailleux de rouge pour le camail de velours, le bonnet, qu'on appelle le camauro en Italie, le rideau du fond, et puis camailleux de blanc pour le rochet de dentelle. Vous imaginez la maîtrise qu'il faut pour que l'exercice ne tourne pas au désastre. Et je ne parle pas de la finesse du portrait lui-même. Le pape, en découvrant l'œuvre finie, se serait exclamé « troppo vero ». Oui, c'est l'exclamation qui vient aux lèvres devant de telles prouesses picturales. « Troppo vero », trop vrai. Et pourtant, si vous approchez de la toile, bien vous verrez que rien n'est posé. Rien n'est fini, rien n'est léché, au contraire, avec une virtuosité, avec une modernité de regard assez stupéfiante. Du bout de ces pinceaux qu'on disait très longs, il peignait avec des brosses qui avaient parfois près d'1 de nos mètres de long, et ça permettait au peintre de se tenir le plus loin possible du chevalet. Eh bien, Velázquez a brossé son sujet à grands traits presque impressionnistes, à la diable, comme ça, au débeauté. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait fait un tel prodige qu'aujourd'hui encore, il étonne tous ceux que la peinture intéresse. Au fond, l'œuvre de Velázquez est peut-être ce qu'aura produit de plus fantastique le règne de Philippe IV d'Espagne. On s'éloignait déjà du souvenir de Charles Quint, les souverains successifs, Philippe II, Philippe III et donc Philippe IV, avaient fait de la nouvelle capitale, Madrid, une sorte de centre de gravité de la culture hispanique à son apogée. Madrid devient capitale vraiment en 1561. C'est ce qui explique sans doute pourquoi Velázquez, qui était d'abord de Séville, va venir à Madrid et devenir le peintre officiel de Philippe IV. Philippe II déjà s'intéressait de près à la peinture, mais il était encore, lui, dans la continuité de son père, de Charles Quint, qui mettait en avant la peinture vénitienne, l'école du Titien. Venise, c'était la grande référence, qui n'excluait pas d'ailleurs de regarder de près la peinture flamande. Faut pas oublier que les Espagnols étaient chez eux, aux Pays-Bas. Du reste, Velázquez rencontrera lui-même Rubens. Avec Murillo, Zurbarán et d'autres, c'est bien le XVIIe siècle qui va faire office de siècle d'or de l'art espagnol. Toute cette école a une richesse, une diversité, une originalité tout à fait remarquable. C'est plus une peinture à ce moment-là sous influence, une peinture dominée par les grands maîtres étrangers, notamment italiens. Non, on peut dire qu'à ce moment-là, les peintres espagnols en général et Velázquez tout particulièrement vont exprimer une âme singulière. Franck Ferrand sur Radio Classique. On ne connaît pas la date de naissance exacte de Velázquez, mais on est dans un pays très catholique et le baptême intervenait généralement aussitôt après la naissance. Or, il a été baptisé, ça on en est sûr, le 6 juin 1599, à Séville donc. Son père était d'assez petite noblesse, d'origine portugaise. Le nom du père, c'est Rodrigues da Silva. Velázquez, c'est le nom de sa mère. Ça fait un peu comme Picasso, vous savez, qui avait pris le nom de sa mère. Au départ, Pablo Picasso s'appelait Pablo Ruiz. Sauf que Picasso l'avait fait de façon délibérée pour se distinguer de son artiste de père. On ne sait pas du tout pour quelle raison Velázquez a pris le nom de sa mère. On ne sait pas non plus exactement quelle était sa famille. On pense qu'il avait 7 frères et sœurs qui ont vécu, semble-t-il. Ce n'est pas une famille d'artistes, mais on ne sait pas grand-chose, encore une fois, des origines de Velázquez, dont on sait en revanche qu'il a eu un premier maître. Il est passé chez Francisco de Herrera, et puis ensuite il a été formé par Pacheco, grand peintre, qui plus tard deviendra d'ailleurs son beau-père. Velázquez, qui sans doute est le peintre le plus moderne de toute l'Espagne, a été formé de cette manière chez le peintre le plus conservateur du XVIIe siècle, ce Pacheco qui était un adepte de Raphaël, un adepte du grand classicisme. Le contrat d'apprentissage nous dit que Velázquez entre dans son atelier en 1611, ça veut dire qu'il est tout petit encore, il a 11-12 ans. Il signe un contrat, il va rester 6 ans dans cet atelier qui est un grand atelier où l'on s'est formé les apprentis. Pacheco, c'est la peinture officielle de l'époque, on fait pas de vagues, mais on vend beaucoup à tous les grands d'Espagne.
C'est un bon professeur, il semblerait que ce soit même un pédagogue, ce Pacheco, qui a beaucoup d'élèves et qui va donner à Velázquez, à Diego, cette formation tellement remarquable. Sauf que Diego dépasse très vite le maître, qu'il s'impose d'une façon incroyable. Il est très indépendant, il digère, il assimile les techniques à une vitesse folle, et pendant qu'il prépare l'étoile du maître, qu'il fait certains dessins, etc., lui-même va développer très vite son œuvre et son indépendance. C'est un élève intéressant pour Pacheco. D'abord, c'est un élève qui est issu d'une bonne famille, qui dispose d'une certaine fortune et d'une solide culture, qui parle plusieurs langues, qui connaît la philosophie. On peut penser qu'il a un rôle assez privilégié dans cet atelier, ce qui explique aussi pourquoi il va pouvoir épouser une fille du maître. C'est pas l'indice ça d'une grande histoire d'amour, mais c'est le signe d'une prédilection de Pacheco qui sûrement va penser au jeune Diego pour reprendre un jour l'atelier. Sa licence de peintre, Velázquez l'obtient en 1617, c'est-à-dire qu'il a même pas 18 ans à l'époque, même pas 18 ans, et il est déjà un peintre tout à fait indépendant. De même qu'on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Velázquez, on ignore un peu sa vie privée, on connaît donc son mariage avec la fille de son maître, la Juana Pacheco. C'est assez habituel dans les milieux d'artistes du XVIIe siècle. On sait qu'il a eu une aventure pendant le premier séjour italien, qu'il aurait eu même un enfant illégitime, mais pour le reste, on ne sait vraiment pas grand-chose de Velázquez. Ce que l'on sait, c'est que tôt, il va quitter Séville pour Madrid. Vous connaissez la célèbre phrase, quand on lui demandait ce qu'il fallait voir à Madrid, ce qu'il fallait retenir de Madrid, il disait « De Madrid el ciel ». De Madrid, le ciel. Oui, ce ciel extraordinaire. Il faut dire que si vous avez eu la chance de séjourner en Castille, vous savez à quel point le déchirement des nuages dans le ciel très pur de la Castille peut donner des levées ou des couchers de soleil incroyables, mais aussi, d'une façon plus générale, dans la journée, des moments qui vous aspirent littéralement vers les sommets. Velázquez est donc sévillan. Séville est une très grande ville à l'époque. C'est une capitale économique, politique, artistique, bien entendu. On ne dira jamais assez l'influence de la peinture andalouse sur l'art espagnol du XVIIe siècle. Murillo est de Séville aussi. Alors Zurbarán, lui, n'est pas sévillan, mais il travaille pour les couvents de Séville. Depuis la fin du XVIe siècle, c'est non seulement la ville la plus peuplée d'Espagne, mais celle qui, accueillant le commerce avec l'Amérique, c'est le plus développé, bien entendu, et le plus agrandi. Vers la fin du premier tiers, presque au milieu du XVIIe siècle, ça se calme un peu, il faut bien dire, et on connaît à Séville une certaine crise économique qui va coïncider en même temps avec l'expansion de la nouvelle capitale madrilène. On a toujours l'impression que Velázquez, parce qu'il a une longue et très brillante carrière, a beaucoup produit. C'est pas le cas. On possède une centaine de tableaux. Alors, on pourrait penser qu'on en a beaucoup perdu. Pas du tout. C'est simplement, il n'y a pas de tableaux qui ont disparu, très peu. La seule chose, c'est qu'il n'a pas peint extraordinairement. Il était tellement investi dans ce qu'il faisait. Et les œuvres qu'il a pu produire ont été tellement remarquées d'une certaine manière et si bien payées et lui ont donné une place tellement éminente qu'il n'a pas eu d'une certaine manière besoin de peindre considérablement. Alors, je vous ai parlé de ses premiers tableaux, des espèces de nature morte ultra réalistes qu'on appelle des bodegones en Espagne. Il est dans une tradition là qu'on pourrait presque qualifier de caravagesque, avec un jeu très profond sur les ombres et les lumières, les contrastes. C'est ce qu'on appelle le ténébrisme espagnol, qui maîtrise le clair-obscur presque autant que peuvent le faire les grands maîtres de la péninsule d'en face, de la péninsule italique. Ce sont des tableaux qui en plus se sont inspirés par un monde d'aventuriers assez populaire. C'est ce fameux porteur d'eau de Séville dont je vous parlais, ou les paysans à table du musée de Budapest. Et puis à Madrid, Velázquez arrive à Madrid en 1622. Il y reste dans un premier temps pas seulement quelques semaines, et puis il y reviendra en 1623 pour s'installer tout de suite. Et cette fois, il va être repéré par un certain nombre de hauts dignitaires de la cour et présenté au roi.
C'est ici qu'il faut souligner l'influence du comte d'Olivares, qui était par ailleurs duc de Sanlúcar la Mayor. Ce duc d'Olivares, qui lui-même est d'origine andalouse, est un personnage extrêmement important. C'est vraiment l'homme fort de la cour de Philippe IV. C'est lui qui a repéré Velázquez et c'est lui, sans doute, qui l'introduit auprès du roi. Il l'a même probablement fait venir à Madrid. Dès le 6 octobre 1623, Velázquez est nommé peintre du roi. Vous voyez à quel point on a repéré tout de suite ce talent absolument hors norme. Alors on ne peut pas parler avec Philippe IV d'une amitié au sens propre. Vous imaginez bien que en Espagne, on n'est pas l'ami du roi, de toute façon. Mais on est en quelque sorte, on fait partie de la domesticité royale. Mais quand même, on va voir Philippe IV donner un certain nombre de privilèges à Diego Velázquez, et notamment il l'intégrera dans l'ordre de Saint-Jacques, ce qui va d'ailleurs scandaliser la noblesse espagnole à l'époque. Philippe IV, c'est comme s'il était fasciné, comme s'il était ébloui par ce talent de Velázquez. Pendant les séances de pause, on sait que le roi reste longtemps, alors que normalement les rois ne venaient que 20 minutes, au maximum une demi-heure. Il fallait très vite multiplier les esquisses et puis ensuite on se débrouillait avec ce qu'on avait. Eh bien là, non. Le monarque est là, qui observe Velázquez, qui prend plaisir à le voir travailler, et Velázquez très vite va franchir toutes les étapes du statut officiel d'un peintre royal. Inutile de vous dire que ça lui crée pas mal de jalousie, bien entendu. Il va devenir un confident du monarque et il finira par occuper des fonctions dont on pourrait dire qu'elles sont politiques. Alors Philippe IV lui demande des portraits, il lui demande des scènes plus générales ou des scènes de genre. Les portraits représentent le roi, les membres de la famille royale, un certain nombre de bouffons et de nains de cour, donc, ce qui fascinait tant notre Manet. Les grands portraits ont quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils sont à la fois d'un hiératisme quasi sculptural et en même temps d'une espèce de véracité qui les rend presque trop vrais. Il y a une vitalité qui ne trouve pas à s'exprimer dans le mouvement chez Velázquez et qui, en quelque sorte, est l'expression même du génie, de la vitalité intérieure de l'artiste. Tout ça fascine les gens, bien entendu. Et on peut dire de Velázquez qu'il fait maintenant partie des intimes de la famille royale. Il est le peintre de référence. Il a tous les titres possibles. Peintre du roi, huissier de la chambre, peintre de la chambre du roi, valet de chambre ordinaire, extraordinaire, surintendant des chantiers royaux. Tout ça va lui permettre de voyager bientôt et de représenter d'une certaine façon la monarchie espagnole. C'est en Italie, incontestablement, au cours des 2 séjours qu'il y effectue et pendant lesquels il va faire ce très célèbre portrait du pape Innocent X, que Velázquez va capter en quelque sorte ce qu'il y a de plus moderne à l'époque dans l'Italie, c'est-à-dire le grand baroque. Il va capter aussi la lumière italienne et la faire entrer dans des toiles qui jusqu'alors manquaient peut-être encore un peu d'éclat. Il y a dans ces séjours italiens de Velázquez peut-être le secret de cette espèce de génie qui transparaît dans les grandes œuvres que vous pouvez voir notamment sur les cimaises du Prado. Et s'il y en a une à voir, une à retenir, et évidemment, c'est cette extraordinaire composition des Ménines. Allez voir les Ménines, je pense que c'est une des grandes émotions esthétiques qu'on peut avoir dans une vie. Passer devant ce tableau tout le temps nécessaire, on est à échelle 1, comme on dit, c'est-à-dire que c'est vraiment grandeur nature. Vous avez là, sous les yeux, une scène prise sur le vif dans cette vie de la cour d'Espagne. Vous avez la petite infante Marguerite, elle est là avec ses suivantes, avec ses chiens, avec ses nains, etc. Vous avez on pourrait presque dire un portrait de cette petite infante Marguerite, mais si vous regardez bien, vous voyez que ce n'est pas elle le véritable sujet du tableau. D'ailleurs, si vous déplacez légèrement votre regard vers la gauche, vous verrez le peintre lui-même qui a sur sa belle tenue noire fiché les insignes de l'ordre de Santiago et qui, avec ses grands pinceaux, est en train d'observer quoi ? D'observer ce qu'il est en train de peindre. Et comment savoir ce qu'il est en train de peindre ? Eh bien, en regardant le miroir caché là-bas, tout au fond de la toile, et dans lequel on voit apparaître le couple royal, Philippe IV et son épouse, qui sont là en train de poser pour le peintre. Ainsi donc, le peintre s'est représenté lui-même en train de peindre le couple royal que vous voyez dans un miroir, et c'est
à la scène, c'est à cette séance de pause qu'assiste la petite princesse Marguerite simplement. Mais alors, me direz-vous, alors vous êtes vous-même dans le tableau? Oui, on a l'impression que l'infante, comme le peintre, vous observe, vous le spectateur. Et où êtes-vous le spectateur? Eh bien, vous êtes en effet de miroir dans l'escalier. On ne sait si l'Aposentador Mayor, qui est là-bas caché dans les fins fonds de la toile, est en train de monter ou de descendre les marches. Toujours est-il qu'il est une mise en abîme d'un effet de baroque hors du commun. Il faut lire l'article incroyable que dans Les mots et les choses, Michel Foucault a consacré à ce tableau hors norme qui aurait à lui seul suffi à imposer Velázquez au tout premier plan de la peinture mondiale. Vous écoutez Radio Classique.